Yuka était un alchimiste solitaire ayant quitté le groupe le plus puissant de la ville car il y était traité comme un moins que rien. Mais lorsqu'il découvre que ses anciennes étudiantes, devenues de jeunes femmes séduisantes, tout a commencé un jour après un rêve réussi dans un donjon. Sa véritable puissance pour intégrer leur équipe. Il en avait assez de ce travail parce qu'il ne le payait pas assez. Cependant, tout le monde s'est contenté de se moquer de lui, le considérant de toute façon comme inutile et sans valeur. Le lendemain, Yuka était à la recherche d'un emploi tel un stagiaire rejeté. La réceptionniste, nommée Mamar, fut surprise car il était avec le meilleur groupe de la ville, mais elle lui tendit le formulaire quand même. C'est alors qu'une fille nommée Marina lui sauta dessus et le remercia d'avoir entraîné son équipe à l'époque. Mais quand elle réalisa que son pauvre lui cherchait un emploi, elle lui offrit une place dans un groupe hétéroclite. Après cela, Yukim rencontra Silk et Rain, les autres membres du groupe, qui avaient aussi été ses élèves. Et elles n'arrivaient qu'en pas à croire qu'un aventurier de rang B comme lui rejoignait un groupe de rang D qui débutait tout juste. Suite à cela, ils partirent pour leur première quête afin de collecter du minerai de fer magique. Mais quand Yuka vit Marina faire du repérage avec un bâton bon marché, il ne put supporter cette pauvreté, alors il sortit une lanterne de détection professionnelle, ce qui pourrait faciliter leur travail. Silk s'inquiétait que l'huile nécessaire à la lanterne soit coûteuse et puisse les ruiner, mais Yuk leur dit qu'il avait fabriqué l'huile grâce à l'alchimie. Soudain, des monstres apparurent et les filles à Kassir et les filles passèrent à l'action, tandis que Yukin les améliorait avec sa magie, les faisant éliminer les monstres en un instant. Marina fut choquée qu'il soit si puissant, mais le gars balaya ça d'un revers de main, comme si c'était un mardi ordinaire. Arrivés au deuxième étage, ils furent de nouveau attaqués par des mineurs morts-vivants, mais le groupe les géra en un seul coup, avec une seule explosion. Après cela, Yuket oignit le sol avec de l'eau bénite, surprenant les filles, car ce genre de choses coûte généralement un rein. Mais Yuket l'avait en fait fabriqué lui-même. Quelques heures plus tard, ils combattirent encore plus de monstres et récoltèrent les minerais. Mais ils réalisèrent vite que les minerais magiques n'étaient pas suffisants. Alors Yukat suggéra de vaincre le boss de l'étage afin qu'il puisse le passer au 6e étage. Les filles furent immédiatement terrifiées, pensant que le boss de l'étage était plus puissant qu'elles ne pouvaient le supporter, mais Yukat leur dit de ne pas s'en inquiéter. Au 5e étage, alors que Yukat se préparait à affronter le boss de l'étage, il lança un drone pour pouvoir diffuser son combat en direct. Puis il demanda aux filles comment elles s'appelaient, mais elles répondirent qu'elles n'avaient pas encore décidé d'un nom pour le groupe. Alors Marina sortit le nom trèfle de son chapeau, disant que cela correspondait à leur nombre, et tout le monde fut d'accord. Yuka forma ensuite une barrière protectrice autour de lui et ouvrit la porte pour affronter le boss, se préparant au combat. Il envoya immédiatement le monstre au ralenti en lançant 5 sorts simultanément, puis intensifia la force sur lui, le broyant à mort instantanément. Les filles étaient excitées et elles ouvrirent enfin un coffre rempli de minerais magiques, après quoi elles déclarèrent leur première quête un succès retentissant. Le lendemain, les filles dirent de soudain à Yuka de devenir le chef du groupe et bien qu'il ait essayé de s'opposer à l'idée, elles insistèrent parce qu'il avait plus d'expérience et qu'il avait été leur professeur par le passé après tout, ce qui était un argument de poids. Il pensa alors que cela pourrait peut-être lui donner l'avantage de les protéger des dangers qu'elles affronteraient à l'avenir et il accepta donc d'être leur chef, mais leur dit de le prévenir s'il commençait à agir comme Joe Biden. Pendant ce temps, l'ancien groupe de Yuka, Thunderpike, avait du mal dans l'un des donjons car les monstres étaient trop forts pour eux. L'un d'eux fut terriblement blessé pendant la quête et ils durent Joe abattre en retraite immédiatement pour se mettre en sécurité. Le chef, tenant la victime dans sa main, demanda aux autres s'ils avaient une potion, mais ils répondirent tous qu'ils n'en avaient pas car c'était la tâche du Cat auparavant. Quelque temps plus tard, Yukat vendit les objets qu'ils avaient obtenus de la quête précédente et apporta les bénéfices à son groupe, mais à son insu, les Thunderpike étaient dans le même bar qu'eux et ses perdants étaient occupés à se blâmer mutuellement pour leur expérience lors de leur précédent raid de donjon. Le groupe, comme d'habitude, rejeta tout sur le nouveau venu qui avait pris le rôle de Yuk et il se mit en colère, les traitant de perdants avant de lancer une pique. Yuk entendit la voix du gars à ce moment et pensa que la situation était familière, seulement pour réaliser que c'était ses anciens membres de groupe assis à quelques mètres de là. Choqué, il se demanda ce qu'il faisait là. C'est alors qu'un extrait du combat épique de Yuk avec le boss de l'étage fut affiché à l'écran dans le bar, ce qui surprit le groupe d'Uka que le stream soit devenu viral si rapidement en si peu de temps. Les Thunderpike virent aussi l'extrait et en furent offensés, disant que K devenait arrogant dans son nouveau groupe de barans. K et les filles célébrèrent, mais un gros lourdeau était dans un coin, détestant Yuket pour des raisons inconnues, sans que personne ne sache pourquoi. Le lendemain, à la guilde des aventuriers, Yuket se demandait quelle quête serait un bon équilibre entre bonne expérience et récompense élevée pour ces 3 jeunes femmes, et la réceptionniste lui parla d'une quête de rancé qui impliquait de récupérer 3 pierres de la cascade de Yoman. Yuka fut surpris que ce soit même un rang C car c'était trop facile pour être considéré comme un rang D. Il en déduisit alors que cela devait signifier qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la quête pour qu'elle ait été classée rang C, c'était très suspect. C'est alors que la réceptionniste révéla qu'une grande bête magique avait fait de l'endroit sa nouvelle demeure. Et cela fit penser à Yuke que cela pourrait augmenter les scores des filles. Les filles arrivèrent à ce moment-là et il essaya de leur expliquer les enjeux de la nouvelle quête, mais Marina accepta rapidement de l'apprendre sans écouter pleinement les détails.
Les autres filles acceptèrent aussi, et la réceptionniste imprima immédiatement la quête pour elle avant de la traiter. Yukat révéla finalement qu'une bête magique rôdait à cet endroit et conseilla qu'il était encore temps d'annuler si elle le souhaitait. Mais Silk dit non à cause des scores dont elles avaient besoin et déclara même qu'elles allaient un bien tant qu'elles l'avaient avec elle. Alors Yukat leur dit d'aller se préparer. La réceptionniste revint bientôt avec une quête signée et lui dit que leur stream avait dépassé les 10 000 vues et que les fans réclamaient leur prochain stream avec impatience. Uka fut surpris, mais il dit qu'il diffuserait aussi leur prochaine aventure parce qu'il voulait mettre un peu de lumière sur ses filles. Pendant ce temps, le gros lourdeau de tout à l'heure traquait Uka, toujours en colère de le voir respirer, de le voir en vie. Quand Yukat quitta la guilde, il remarqua que quelqu'un le suivait et courut rapidement vers un coin, mais le gros se révéla, lui demandant de quitter le groupe Clover. Yukat lui dit non car il venait littéralement de rejoindre la semaine précédente, alors le gars se mit en colère et tira son épée, disant qu'il avait initialement demandé à rejoindre le groupe avant lui, mais les filles l'avaient ignoré. Voyant l'épée, Yukai lança secrètement un sort magique sous lui, et tandis que Yukai se tournait pour partir, le gars tenta de l'attaquer mais glissa et s'évanouit. Plus tard, Yukai interrogea les filles sur ce gars, et elles confirmèrent qu'il les avait troublées, même si ses compétences n'étaient pas si géniales. Yukai changea de sujet et commença à parler de leur mission. Il leur dit que puisqu'elles ne savaient pas quel genre de bête elles affrontaient, ils commenceraient à diffuser en direct dès qu'elles entreraient dans le donjon afin que la guilde puisse regarder et envoyer des renforts si la bête était trop puissante pour elles. Arrivé dans la forêt, Uka lança immédiatement son drone magique et alors qu'il s'enfonçait profondément dans la forêt, se demandant où était la bête, une grande bête appelée Zarnag descendit soudainement pour les accueillir, les attaquer. Yuki fut choqué que le roi des bêtes du Grand Nord se trouve dans un tel endroit et estima que son groupe n'était pas assez fort pour l'affronter. Il demanda immédiatement aux filles de reculer et dit à Marina de protéger les autres, de les mettre en sécurité, mais elle s'y opposa et les autres aussi, disant qu'elles affronteraient le monstre avec lui puisque c'était aussi trop puissant pour lui. Yuka fut surpris et activa immédiatement l'enchantement physique sur les quatre alors qu'ils se préparaient à combattre le Tsarnae. Les filles lancèrent une attaque immédiatement mais les monstres leur montrèrent leur place, ne laissant que Marina seule, toujours debout. Yuka pensa que c'était mauvais et estima qu'il n'y avait qu'une seule magie qui pouvait l'arrêter, une seule solution possible. Alors il dit à Marina de lui acheter du temps pendant qu'il lançait rapidement son sort ultime. Après avoir agité ses mains un instant comme un aspirant Doctor Strange, il dit à Marina de s'écarter et déchaîna ensuite une puissante explosion sur le monstre avec une force incroyable. Le monstre subit d'énormes dégâts mais tint bon et courut vers eux. Alors Ren invoqua immédiatement un éclair. Mais le monstre resta toujours debout, choquant Ukat, alors il ordonna à Marina d'aller lui couper la tête immédiatement, sans hésitation. Marina passa à l'action et lui trancha la tête comme du pain, vainquant finalement le monstre. Après cela, Ukat se sentit étourdi, ayant utilisé beaucoup de mana, mais il était content que ce stream attire l'attention des filles, car les aventuriers ordinaires n'étaient mais pas censés vaincre un tel monstre. Pendant ce temps, de retour en ville, tout le monde fut choqué que le groupe de Baran ait vaincu le Xarnik, mais Simon, le chef de Thunderpike, qui avait aussi vu le stream, était furieux. Une semaine plus tard, le groupe Clover fut appelé au bureau du maître de guilde, et les filles devinrent nerveuses. En l'attendant, se demandant pourquoi il voulait les voir, ce qu'il leur voulait, Yuka répondit que c'était très probablement à cause du Xarnik, étant donné que la quête aurait dû être proposée comme rang B, mais la guilde l'avait lancée à un groupe de rang D. Le maître de guilde, Benwood, apparut bientôt, et tenta immédiatement de les intimider avec une attitude menaçante. Mais Yuka lui dit audacieusement de laisser tomber son numéro, alors Benwood le frappe comme un fier, content de voir qu'il a abandonné sa politesse inutile. Après cela, Benwood leur dit de s'asseoir et demanda à Yuka son opinion à ce sujet sur la situation car révéla que cela pourrait être un débordement et donc cela devait être enquêté immédiatement. L'assistant de Benwood passa à l'action immédiatement tandis que Marina demanda bêtement à Uka ce qu'était un débordement et il lui dit, comme le nom le suggérait, c'était assez explicite. Uka ajouta que cela pourrait entraîner une débandade où les monstres envahiraient les villes en troupes et causeraient des destructions massives. Benwood se leva finalement et leur dit que la guilde s'occuperait de l'enquête, mais il s'excusa de les avoir exposés à un tel danger, à une telle menace. Les filles furent choquées et répondirent qu'ils n'avaient pas à le faire car elles allèrent plutôt bien avec UCA à leur côté. Benwood leur dit alors que, mis à part Ucad, elles étaient aussi très capables, et à cause de cela, il envisageait de les promouvoir au rang C, ce qui était une grande nouvelle. Uka demanda si ce n'était pas un problème, mais Benwood répondit que c'était une décision prise par l'association des guildes, considérant également qu'un aventurier de rang A comme lui était avec elle, ce qui était un facteur important. Uka fut surpris et corrigea qu'il n'était qu'un rang B, mais Benwood lui dit d'arrêter de mentir parce que l'attaque de missiles prismatiques qu'il avait utilisée pour vaincre Zarnig était un nouveau sort que personne d'autre ne pouvait faire, ce qui signifiait qu'il pouvait être considéré comme un rang A sans aucun doute. Benwood le promut immédiatement et lui donna un formulaire à signer. Les filles étaient excitées et elles s'assirent toutes ensemble après cela pour féliciter Yu pour sa nouvelle réalisation. Puis elles comptèrent le montant qu'elles avaient de gagner de la bataille et réalisèrent qu'elles avaient atteint leur objectif d'épargne pour la base qu'elles prévoyaient d'acheter.
Plus tard cette nuit-là, alors que Rain versait un verre à Yuka, elle lui demanda quel était son rêve, le surprenant, et il demanda pourquoi elle posait la question. Elle expliqua que puisqu'elles avaient maintenant atteint leur propre objectif, elle voulait connaître son rêve afin de pouvoir fixer leur prochain objectif ensemble. Il répondit que son rêve était d'affronter l'étage le plus profond du donjon, les ténèbres achromatiques, faisant cracher leur boisson aux filles, car c'était le seul donjon avec une porte abyssale qui menait aux profondeurs souterraines. Il leur dit qu'il voulait voir le bout de ce monde de ses propres yeux, car l'un de ses oncles très respectés avait relevé le défi, mais était mort en le faisant. Alors depuis, il désirait aussi l'essayer un jour, à son tour. Les filles suggérèrent d'y aller alors, mais il leur dit qu'elles auraient besoin de la permission du gouvernement pour le faire, et aussi d'être un groupe de rang A. Les filles furent ravies par cela et en firent leur nouvel objectif d'aider Yuka à réaliser son rêve un jour dans le futur. Au cours du mois suivant, les Clovers entreprirent plusieurs quêtes et devinrent une sensation majeure dans le monde de l'aventure. Cela rendit les Thunderpike très en colère car leur propre groupe avait beaucoup échoué. Mais ces perdants ne se voyaient jamais comme le problème et continuaient de blâmer le manque de nouveaux venus de qualité comme étant la cause de leurs soucis. Pendant ce temps, l'une d'elles, nommée Jamie, était seule dans sa chambre, se sentant mal en regardant les livestreams épiques des Clovers. Les idiots de Thunderpike réalisèrent que Yukabe était finalement très utile et pensèrent à le rappeler dans le groupe et aussi à augmenter son salaire puisque c'était la raison pour laquelle il était parti en premier lieu. Après tout, alors que Yukat et ses acolytes étaient en route pour voir un aventurier légendaire, ils rencontrèrent soudain Simon. Yukat demanda aux filles d'entrer pendant qu'il parlait à Simon, lui demandant ce qu'il voulait. Simon lui demanda de revenir dans le groupe, lui offrant de l'aider à réaliser le rêve dont il avait toujours parlé depuis qu'ils étaient jeunes, depuis leur enfance. Mais Yuk ne fut pas ébranlé par cela et déclina l'offre sans réfléchir, choquant Simon. Simon essaya de le culpabiliser en disant que c'était de sa faute si le groupe était maintenant en difficulté et qu'il devait en prendre la responsabilité, assumer ses actes. Mais Yukag le fit taire et partit rejoindre son groupe. Quelques jours plus tard, Yukag arriva avec une demande d'une entreprise de production d'équipements de combat nommée Earthies, demandant aux filles d'aider à promouvoir l'un de leurs nouveaux produits. La quête était qu'elle conquérait un donjon en portant l'armure de l'entreprise et la vidéo serait utilisée pour la promotion. En entendant cela, les filles furent excitées et commencèrent à ajuster leurs cheveux pour améliorer leur vilaine tête. Elles découvrirent ensuite, dans les termes et conditions, que toute armure utilisée pour le combat leur appartiendrait et devinrent encore plus excitées car Earthies était connu pour ses excellents produits de très bonne qualité. Alors elles acceptèrent de relever le défi immédiatement. Les filles demandèrent où se trouvait le donjon et K révéla que c'était le donjon des ruines d'Aihand dans une ville appelée Qualto. Le jour de l'aventure, les filles apparurent équipées de leur nouvel équipement et Uka fut ébloui par la beauté de leur vilain derrière transformé. Les filles étaient très excitées de participer à cette aventure et quelques instants plus tard, elles entrèrent dans le donjon. On ne peut pas expliquer que le donjon n'avait que 4 étages de profondeur. Donc la mission était d'atteindre le 4e étage et de traverser vers le donjon de la ville abandonnée qui se trouvait à la base, tout en bas. Ils arrivèrent à l'atrium et Yukut leur dit qu'ils devraient utiliser les escaliers, mais Marina demanda pourquoi ils n'utilisaient pas une corde pour descendre plus vite à la place. Alors Yukut ramassa une pierre et essaya de la jeter, mais elle étincela immédiatement avec une lueur étrange. Il expliqua alors qu'il ne pouvait pas faire cela parce que l'atrium était devenu un labyrinthe et donc la distorsion de Faye empêchait tout de passer. C'est alors que Yukon remarqua que Rain fumait et demanda ce qu'il avait fait de mal pour la mettre dans cet état. Marina révéla que c'était parce que Rain avait changé son ruban à cheveux et que l'idiot sans cervelle n'avait rien dit à ce sujet. En entendant cela, Yukon la complimenta immédiatement et Rain le serra dans ses bras alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le donjon. Yukav trouva un sol lumineux comme s'il s'agissait d'un portail, mais il réalisa que c'était un piège, alors il sortit sa longue baguette pour le tester. Des pointes jaillirent instantanément du sol et des côtés, choquant les filles qui savaient qu'elles auraient été transformées en brochettes si Yukav n'avait pas été les orques. Elles s'enfoncèrent immédiatement plus profondément et trouvèrent soudain des orques qui les attendaient pour les accueillir, pour les l'enchantement physique et avec leurs attaques combinées, ils tuèrent tous les monstres en 1 minute sans difficulté. Après cela, Marina trouva un parchemin avec l'un des orques que Yukat identifia comme un mémorandum de révélation, un artefact capable de découvrir des capacités cachées. Silk se demanda pourquoi un monstre de Sibaran en avait un et Marina suggéra de le vendre pour en tirer profit. Cependant, Yukat dit que ce serait un gaspillage de le vendre puisqu'il était endommagé et décida de le réparer en utilisant l'alchimie à la place. Ils suggérèrent ensuite que Marina devrait être celle qui l'utiliserait puisqu'elle était celle qui en avait le plus besoin pour augmenter ses capacités, ses pouvoirs. C'est alors qu'un coffre apparut et quelques instants plus tard, pendant qu'ils se reposaient, Rain était excité par le sac magique qu'ils avaient trouvé dans le coffre. Ils continuèrent à explorer le donjon, Yukead parlant beaucoup comme d'habitude, leur racontant l'histoire du donjon avec force détail. Ae arriva bientôt au 4e étage et Yuked commença à parler des traqueurs d'ombre qui gardent la porte du donjon de la ville abandonnée, mais personne ne les avait vus depuis plus d'une décennie. Alors qu'il parlait, Marina vit soudain un traqueur d'ombre et en informa le groupe avec une certaine panique. Ils étaient tout terrifiés, mais Yuk les assura qu'ils n'attaqueraient de toute façon pas, puisqu'il y avait une barrière empêchant tout de traverser. Cependant, la mâchoire de Yuk tomba quand le traqueur d'ombre sauta à travers la barrière et atterrit devant eux sans aucune difficulté. Yuk érigea rapidement une barrière multi-ancienne alors qu'il se préparait au combat, mais le traqueur d'ombre brisa la barrière en une seule attaque et envoya Marina s'écraser au sol.
Yukai fut choqué alors qu'il s'avança immédiatement pour affronter le monstre, tandis que Rain s'occupait rapidement de Marina pour la soigner. Alors que Yukai se jetait sur lui, se couvrant également d'une autre barrière, le monstre brisa de nouveau sa barrière et réalisant qu'aucune barrière n'était assez forte contre lui, Yuka passa à l'utilisation de l'ombre clignotante, une technique rapide, il disparut et réapparut derrière lui. Mais alors qu'il tentait de porter le coup final avec de multiples enchantements, le monstre se retourna et lança une magie d'arc, le projetant au loin. Les autres filles le couvrirent immédiatement et Rain tenta de le soigner tout en essayant d'aider ses amis en même temps, avec beaucoup de difficultés. Cependant, le traqueur d'ombre réussit à esquiver toutes les attaques tirées sur lui et finit par les taillader toutes. Il activa ensuite une attaque multicanon qui aurait envoyé Silk aux enfers, mais Yuka la sauva juste à temps avec une rapidité incroyable. Yuka fut très en colère que le monstre ait presque isekai ses coéquipières et lança de multiples sorts de rage, désarmant le démon. Et puis les trois filles combinèrent leurs attaques simultanément, envoyant finalement le monstre dans le royaume des ombres pour de bon. Après cela, Yuka interrogea Rain sur ses découvertes concernant le monstre, et elle révéla que c'était un mort-vivant avec du mana désordonné et qui n'aurait pas dû exister. Cela signifiait que c'était un autre cas de débordement, et en entendant cela, Morena demanda quelle serait leur prochaine ligne de conduite, mais Yuka dit qu'il devait d'abord terminer la quête. Mais il lui dit qu'il rapporterait la situation à la guilde après la quête, afin qu'ils puissent mener des enquêtes supplémentaires si nécessaire. Ils continuèrent à marcher et à bavarder comme d'habitude, et atteignirent bientôt la porte d'entrée du donjon de la ville abandonnée et la mission la fin de leur périple. Après la quête, Yuka retourna auprès des filles, ayant informé la guilde de la situation et soumis le rapport. Il dit aux filles qu'elles pourraient être interviewées, elles devaient donc rester en ville quelques jours, et pendant ce temps, elles décidèrent de faire un tour de la ville inconnue pour la découvrir. Pendant ce temps, le groupe Thunderpike subissait toujours les conséquences d'avoir renvoyé Yuka. Ils partirent en quête après s'être plaints un moment, mais finirent par échouer de nouveau. La réceptionniste avertit que s'ils continuaient à échouer ainsi, ils pourraient être rétrogradés à un rang inférieur, ce qui serait une catastrophe. Elle suggéra qu'ils entreprennent plutôt des quêtes plus faciles, mais cela rendit l'idiot arrogant nommé Simon furieux, alors qu'il criait qu'ils étaient des aventuriers de rang A. Mais la fille le cloua au pilori en lui rappelant qu'il ne produisait tout pas de résultats dignes d'un tel rang, ce qui était la vérité. Le groupe des perdants s'est réuni dans un bar, après ruminant et boudant ce que la réceptionniste leur avait dit. L'un d'eux a suggéré de faire revenir Yuka immédiatement, puisqu'il s'était fait un nom. Simon a accepté mais a dit qu'il lui fallait quelque chose pour intéresser Yu. Il a ensuite déclaré qu'il devait affronter les ténèbres achromatiques s'il voulait attirer l'attention d'Yuka, choquant le reste de l'équipe. Simon a expliqué que puisque c'était le rêve de toujours de Yukai d'y aller, il sauterait sans hésiter sur l'invitation. Il a ajouté qu'il pourrait s'associer à un autre groupe et faire semblant d'affronter les ténèbres achromatiques sans prendre cela trop au sérieux, juste pour l'attirer. Cela semblait un excellent plan, mais Jamie n'était pas du tout impressionné par les bêtises qu'il préparait. Pendant ce temps, Yuka et les filles sont allés visiter la nouvelle propriété pour leur base de groupe, et après leur avoir montré une des options, l'agent a décidé de les emmener à la deuxième. Mais en chemin, les filles ont remarqué que Yuka était mal à l'aise et lui ont demandé ce qui n'allait pas. Il leur a dit que l'espace des Thunderpike était tout proche et en entendant cela, les filles sont immédiatement allées voir l'agent immobilier. Elle prendrait la première option. Yuki était choquée et a essayé de leur dire qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour lui, mais elles lui ont répondu qu'elle ne voulait de toute façon pas des Thunderpike comme voisins. Elles sont donc retournées à la maison précédente et l'ont aménagée comme leur nouvelle base. Les filles ont soudainement demandé à Yuka de choisir la chambre qu'il voulait, le surprenant car il ne pensait pas être à sa place avec elle, étant le seul homme parmi elles. Cependant, les filles lui ont dit qu'elles lui faisaient confiance car il ressemblait à un innocent, un vrai puceau qui ne toucherait jamais une fille, même si elles étaient dénudées. Plus tard cette nuit-là, pendant qu'elles mangeaient, il fut annoncé sur leur écran plat que le groupe Thunderpike, avec d'autres bouffons, mènerait une enquête sur les ténèbres achromatiques. Cela a attiré l'attention de Yuka, mais après avoir réfléchi un instant, il a dit aux filles que bien que ce fût son rêve d'y aller, les détails de ce rêve avaient un peu changé. Maintenant, ils voulaient aller ensemble à la porte des abysses avec les filles et diffuser le tout en direct. Juste à ce moment-là, il a reçu une lettre lui demandant de repérer l'aventure vers les ténèbres achromatiques, alors il s'est immédiatement rendu à la guilde pour voir ce qu'il en était, seulement pour découvrir que c'était une requête du groupe Thunderpike. Le frère a volontiers refusé. Le lendemain, Simon est venu rencontrer Yuka en colère, lui demandant pourquoi diable il l'avait refusé alors que c'était son rêve qui lui était présenté sur un plateau. Yuki a répondu sarcastiquement et lui a dit qu'il n'était pas intéressé à y aller, du moins pas avec Thunderpike. Simon s'est agité et a imputé leur récente malchance à Yuki, mais Yuki lui a rappelé à quel point ils avaient rendu sa vie misérable quand il était avec eux. Simon a ensuite exprimé que si les Thunderpike continuaient sur cette voie, leur rang serait rétrogradé et ils seraient ruinés. Cependant, Yuka a répondu que ce qui arrivait au groupe de Thunderpike ne le regardait absolument pas, choquant Simon qui a réalisé qu'il n'y avait plus aucun espoir. 2 semaines plus tard, Yu a rencontré Benwood dans son bureau pour discuter des autres débordements survenus dans plusieurs autres donjons. Benwood a mentionné qu'un cas de bousculade était imminent et la raison pour laquelle le gouvernement avait dû accorder la demande d'enquête sur les ténèbres achromatiques était liée à cette bousculade.
Ben Wood a ensuite dit qu'il voulait lancer une quête de nomination pour participer à l'enquête sur le donjon. Yuka a demandé pourquoi il donnait cela à un groupe de rang C alors qu'il y avait déjà des groupes de rang A. Mais Ben Wood a dit que ces types n'étaient qu'une bande de faibles. Yuka a réitéré à quel point le donjon était dangereux et, juste à ce moment-là, Ben Wood a sorti un parchemin de sortie magique et l'a donné à Yuka, lui disant qu'il le voulait vraiment pour cette quête parce qu'il pouvait lui faire confiance. Yuka a finalement dit qu'il en parlerait à son groupe et reviendrait avec une décision. Arrivé auprès de son groupe plus tard ce jour-là, Yuka a révélé qu'il déclinait l'offre, déclarant qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir affronter les ténèbres achromatiques. Pendant ce temps, Silk a dit qu'ils avaient ce qu'il fallait pour relever le défi, et puisqu'ils iraient un jour à la porte des abysses, c'était la meilleure occasion d'explorer le donjon. Les autres filles ont accepté, mais Yuka restait sceptique, et c'est là que les filles ont réalisé qu'il avait peur de les perdre pendant l'aventure. Yuka l'a admis, disant qu'elles étaient le meilleur groupe qu'il ait jamais eu, et qu'il ne voulait pas perdre cette expérience, mais les filles lui ont dit de leur faire confiance puisqu'elles voulaient aussi qu'il se rapproche de son rêve. Yuka a été surpris par leurs actions et a accepté la quête, alors ils ont rencontré Ben Wood pour lui annoncer leur décision, mais Yukans a dit qu'ils auraient besoin d'un éclaireur pendant la mission. Ben Wood, sachant déjà qu'ils en auraient besoin, a révélé une fille chat enthousiaste nommée Nenny et a dit qu'elle les repérerait pendant la mission. Plus tard, à l'entrée des ténèbres achromatiques, ils ont été surpris de découvrir que le donjon se trouvait juste sous la guilde des aventuriers. Mais Mama a expliqué que la guilde des aventuriers avait été construite dessus pour sceller l'entrée du donjon. Alors qu'ils se préparaient à entrer, Ben Wood a annoncé que sur les 3 groupes de rang A participant à la quête, 2 s'étaient désistés et seul le groupe Thunderpike restait, mais agissait de manière louche également. Cependant, le groupe Clover était préparé à cela. Et en entrant, Ben Wood leur a rappelé que leur seule mission était d'explorer les lieux et rien d'autre. Le groupe a commencé un live stream et a lancé la quête immédiatement. Après avoir marché quelques distances avec Nenny les guidant, elle est devenue invisible pour explorer leur route à la recherche d'ennemis, ce qui a surpris le groupe car cette fille travaillait plus que ce qu'elle était payée. Elle est vite revenue sans rapport étrange et ils ont continué à marcher. Pendant ce temps, Yuka a révélé que le groupe Thunderpike, qui était entré les 2 premières semaines plus tôt, n'avait atteint que le 8e étage. Alors que Bro continuait à jacasser comme d'habitude, Nen a découvert qu'il y avait un monstre devant, et comme il n'y avait aucun moyen de le contourner, il n'avait d'autre option que de le combattre. Avec leurs attaques combinées et les missiles prismatiques de Yukai, ils ont anéanti le monstre en un seul coup, et après ils ont atteint une zone de repos où ils ont trouvé un coffre au trésor. Nenny a procédé à son déverrouillage et à l'intérieur, ils ont trouvé des bijoux rares que Yukat a dit à Silk de ranger dans son sac magique. Cependant, Yukat a également trouvé une bague dans une boîte noire, ce qu'il a trouvé étrange car il ne pouvait pas dire de quel type d'artefact il s'agissait. Il a gardé la boîte de toute façon et a pensé la montrer à Ben Wood après la quête car cela pourrait être un indice de tout ce qui s'était passé dernièrement. Puis Yukat a pris la main de Brain et y a mis la bague qu'il avait trouvée. La surprenant car elle avait l'impression qu'il venait de la demander en mariage. Il lui a dit que c'était l'anneau de la raison et qu'il était destiné à stabiliser l'esprit de l'utilisateur. Suite à cela, ils ont rapidement atteint les escaliers menant au 2e étage et pendant qu'ils s'y reposaient, Yu a posé la question, demandant à tous ce qu'ils trouvaient étrange dans le donjon. Marina a suggéré que de tous les monstres qu'ils avaient combattus pour arriver ici, le monstre à tête de requin était assez anormal. Nenny a appuyé et cela a incité Yuked à dire que le monstre à tête de requin devait être les clés et le coffre qui n'étaient pas enregistrés dans les journaux. Les filles se sont demandé ce qu'il voulait dire par là et il a expliqué que rencontrer un tel monstre qui était hors de propos et trouver un coffre avec des artefacts rares au tout premier étage du donjon justifiait la suspicion car c'était très inhabituel. Les filles ont immédiatement demandé ce qu'elles devaient faire, mais Yuka leur a dit de se calmer puisque ce n'était après tout que leur premier jour. Elles sont donc retournées vers la sortie, mais en chemin, les Thunderpike sont soudainement apparus. Simon a alors demandé à Yuka pourquoi il avait refusé leur invitation, s'il allait de toute façon finir par descendre là-bas. Yuka a répondu qu'il était venu parce que le royaume avait confié la tâche à son groupe, contrairement à eux qui ne faisaient que tenter de flatter leur ego. Les Thunderpike sont redevenus arrogants, disant aux Clover qu'ils devraient être reconnaissants qu'un groupe de rang A soit avec eux. Simon s'est approché de Yuka, lui demandant de lui remettre ses données de streaming et tout ce qu'il avait trouvé jusqu'à présent. Silk s'est énervé et s'est avancé immédiatement. Mais les gars de Thunderpike l'ont insulté d'être une elfe noire puisque sa race était connue pour un scandale. Cela a rendu Yuka fou de rage alors qu'il s'apprêtait à dégainer son épée en disant que Silk était sa famille et Simon lui a dit de prendre cela comme une forme d'alliance. Mais tu ne peux pas répondre que l'idée de s'associer avec Thunderpike lui donnait envie de vomir. Les choquant, il a finalement claqué qu'il ne travaillerait jamais avec eux et est parti avec son groupe. Pendant ce temps, le public en ligne au chômage, tout comme vous, a tout regardé et s'est demandé ce qui se passait. 2 jours plus tard, Ben Wood a appelé Thunderpike à son bureau et leur a dit que plusieurs allégations avaient été soulevées contre eux par les plus hautes instances du royaume pour leur inconduite dans le donjon. Cependant, Simon, plein de lui-même, a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal et que le groupe de rang C devrait plutôt être sanctionné pour avoir été impoli envers un groupe de rang A.
Il a continué à dénigrer Silk, ce qui a poussé Ben Wood à le faire tomber d'un coup de poing comme une mouche. Ben Wood lui a dit qu'il ne semblait pas avoir réalisé la gravité de ce qu'ils avaient fait et que le royaume pourrait perdre ses liens avec le royaume des elfes à cause de cela. Ben Wood a attrapé l'idiot par la gorge et a ordonné qu'il fasse un stream d'excuses pour ce qui s'était passé et qu'ils soient prêts à perdre leur qualification d'aventurier. Cependant, Simon est resté arrogant et a déclaré que le groupe du quai serait seul et en danger sans eux. Mais Ben Wood l'a choqué en répondant qu'en ce qui concernait la mission, Clover était considéré comme de rang A et qu'il n'avait donc pas besoin de l'aide de ces inutiles. C'est bon à rien. Plus tard cette nuit-là, alors que Simon continuait de fulminer à l'idée de faire honteusement des excuses, le gros type moche s'est soudainement approché de lui, lui offrant une chance de se venger de Yuka et du groupe Clover tout en obtenant lui aussi ce qu'il voulait. Suite à cela, Marina a dit à Yuki qu'elle avait compris comment utiliser la boîte noire qu'ils avaient trouvée, mais qu'elle avait besoin de son aide pour y parvenir. Elle lui a dit de tenir la boîte avec elle et de penser ensuite à ce qu'il savait d'elle. Alors qu'il fermait les yeux pour ce faire, la boîte a soudainement brillé et s'est transformée en épée. Yuka était choqué et se demandait comment cela s'était produit, mais Marina a refusé de lui dire et a choisi de le taquiner à la place. Le lendemain, ils sont entrés dans le donjon pour leur deuxième assaut, et leur objectif cette fois était d'atteindre l'escalier du 3e étage et de signaler toute bizarrerie qu'ils trouveraient le cas échéant. Au 2e étage, ils sont arrivés de manière choquante dans une zone extérieure avec un ciel lumineux qui les a fait se demander comment cela était possible dans un donjon. Même s'il y avait eu des rumeurs selon lesquelles les donjons prenaient parfois la forme de zones extérieures, Yuka a trouvé cela assez étrange car cela n'était normalement pas censé apparaître avant environ 20 étages plus bas. Cela l'a fait se demander si l'anomalie était vraiment que la zone extérieure apparaissait tôt ou que les étages plus profonds montaient vers le sommet. Yuka a demandé à Rain d'utiliser sa longue vue et dès qu'elle l'a fait, elle a trouvé une maison au loin, ce qui était assez inhabituel. Ils ont décidé d'aller voir et en s'approchant de la maison, Yuka y a remarqué le soleil. Il espérait que c'était un artefact servant de source de lumière alternative, car si c'était un vrai soleil, alors il devait agir vite avant qu'il ne se couche. Ou il pourrait tomber dans un piège ou quelque chose. En atteignant la maison, ils ont remarqué qu'elle était nouvellement construite, ce qui la rendait encore plus dérangeante puisqu'une maison n'était pas censée se trouver dans un donjon. Cependant, tandis qu'Uke observait attentivement, se demandant ce que cela pouvait bien être, une vieille grand-mère est soudainement apparue. Ils ont été choqués et se sont demandé comment elle vivait dans un donjon. La grand-mère leur a dit que c'était une longue histoire et leur a offert un siège à l'intérieur de la maison pour qu'ils puissent pas parler. Mais étant prudent, Uka a décliné l'offre puisque rien ne pouvait être digne de confiance dans un donjon. À ce moment-là, le ciel est soudainement devenu sombre, la petite maison s'est transformée en un grand château et le grand-père s'est métamorphosé en un esprit maléfique qu'Uka a reconnu comme Lady Perséphone, la déesse qui inversait la vie et la mort. Perséphone leur a dit qu'aucun d'eux ne partirait vivant, mais en entendant cela, Yu s'est immédiatement incliné, lui disant qu'il se reverrait quand son temps dans ce monde serait terminé. Elle s'est approchée et a touché son visage, lui disant qu'elle s'en souviendrait, mais un motif de sortilège a instantanément rampé sur le visage de Yuka. Yuka a ordonné à tout le monde de courir immédiatement avant que leur mana ne soit aspiré car c'était la terre des morts et ils sont tous retournés à la zone de repos. Pendant qu'ils se reposèrent de la course effrénée, Yuka a découvert qu'il avait été maudit. Mais il a dit aux filles de ne pas s'inquiéter puisqu'ils pourraient simplement aller au temple pour être délivrés une fois rentrés chez eux. Il a ensuite expliqué que l'endroit où ils étaient allés était le champ gris, qui avait été mentionné dans une histoire épique, et la phrase qu'il avait récitée était la même que celle que le protagoniste de l'histoire avait prononcée et qui lui avait épargné la vie. Gros a commencé à jacasser sur les théories concernant le royaume où il se trouvait et comment c'était l'une des caractéristiques uniques des ténèbres achromatiques. Rain a été surprise qu'ils vivent déjà tout cela au 2e étage, mais Ukas a suggéré qu'ils pourraient être au 30e étage, le même étage que l'avant-garde avait conquis 20 ans auparavant. Il a ajouté que peut-être le 2e étage qu'ils avaient vu n'était pas le même que dans les registres, et en entendant cela, Marina a déclaré que la postulation de Rain pourrait être correcte. Ce n'était pas que le donjon avait changé d'apparence, mais qu'ils étaient transportés à des étages différents depuis les escaliers. Uka se demandait ce qu'il devait faire et pensait qu'il devait sortir de là rapidement, mais les filles lui ont dit de se calmer. Elles ont suggéré de se reposer d'abord pour restaurer leur énergie et ensuite ils pourraient pas trouver quoi faire. Ils ont tous dormi, mais quelques rêves plus tard, Yuki a été réveillé par un coup de pied de Simon. Il a réalisé qu'il avait été ligoté et que les autres filles gisaient inconscientes. L'énorme imbécile a également montré que Rain avait été enfermé avec un collier d'esclave, et avec cela, il pouvait lui faire tout ce qu'il voulait. Simon a ensuite sorti un formulaire contenant des déclarations selon lesquelles le groupe Clover était responsable de tout ce qui s'était passé ce jour-là et a dit que tu ne pouvais pas refuser. Alors qu'Uke refusait, Thunderpike a menacé de faire servir Rain de manière coquine ou de la faire Isekai Silk pour montrer qu'il ne plaisantait pas. Uke a été contraint d'accepter de signer le document, mais alors qu'il s'apprêtait à apposer sa signature, un terrible tremblement de terre a commencé. Yuki a averti qu'il devait partir immédiatement car le donjon perdait sa stabilité, mais Simon était plus préoccupé par sa signature. Le tremblement de terre est devenu plus violent et le sol sous eux s'est fissuré, faisant tomber Simon et ses joues.
Yuka a rapidement couru vers ses filles pour les réveiller, mais elles étaient à bien trop loin. Il a essayé de récupérer son sac magique, mais a aussi réalisé que Simon l'avait pris. Le sol s'est soudainement effondré aussi, mais Jamie leur a offert un atterrissage en douceur, choquant le reste des Thunderpike qui se demandaient de quel côté elle était. Soudain, des orques sont apparus et Jamie a immédiatement attrapé le sac magique de Yuki pour le lui donner. Yuk a rapidement utilisé un parchemin pour empêcher les orques de s'approcher, tandis que Jamie a levé le sort de sommeil sur les filles. Mais alors qu'Yuk recourait au parchemin de sortie pour les téléporter hors du donjon, il a dit à Jamie de sauver Simon et les autres aussi. Elasia, elle a été choquée et a demandé pourquoi il faisait cela, même après toutes les choses horribles qu'ils avaient faites. Mais Yuka a répondu que c'était à la loi de décider. Cependant, avant que le parchemin ne puisse s'activer, Simon a attrapé Rain et a menacé de la déshabiller. Voyant cela, Yuki se demandait quoi faire, puisqu'il ne pouvait pas utiliser un autre sort tout en essayant de créer le portail de sortie. Mais alors, Jamie a assommé Simon et l'a maintenu au sol, libérant Rain par la même occasion. Simon l'a repoussé et a essayé d'approcher le portail aussi, et quand les membres de son groupe lui ont demandé de ne pas les laisser derrière, il les a assommés. Voyant cela, Jamie a lancé une attaque qui a paralysé Simon instantanément afin que seuls Yuket et les filles s'échappent. Le groupe Thunderpike étant resté, les orques ont commencé à se rapprocher et comme il n'y avait pas d'autre option, Simon s'est injecté une fiole qu'il avait gardée et qu'il a transformée en monstre. De retour à leur base, les Clover et Benwood ont regardé un enregistrement que Jamie avait laissé pour Yuka, regrettant et s'excusant des méfaits qu'elle et les Thunderpike lui avaient fait malgré tous ses efforts pour assurer leur sécurité. Elle a exprimé à quel point elle enviait la relation entre lui et son nouveau groupe et souhaitait pouvoir être invitée à les rejoindre. De plus, elle a révélé que toutes les mauvaises actions de Thunderpike étaient enregistrées sur la gemme magique. Voyant cela, Yuki s'est reproché de l'avoir laissé mourir, mais son groupe lui a dit que ce n'était pas sa faute. Juste à ce moment-là, Benwood a révélé qu'ils avaient dû reçu un signal de détresse du donjon, et quand il l'a joué, ils ont réalisé que c'était la voix de Jamie avertissant des ténèbres achromatiques. Benwood a dit à Yuka qu'il se demandait s'il devait envoyer de l'aide ou non, et Yuka s'est porté volontaire pour y aller seul. Benwood lui a dit qu'il n'était pas encore rétabli, mais Yuka était déterminé à y aller, disant que Jamie était son ami. Il a même demandé un autre parchemin de sortie, mais Benwood a répondu qu'il déciderait d'envoyer de l'aide ou non. Après le départ de Benwood, Yuki a dit qu'il sauverait Jamie lui-même, mais son groupe lui a dit que s'il y allait, alors elle viendrait aussi, puisqu'elle lui devait la vie. Rain a ajouté que lorsque le collier d'esclave lui a été mis au cou, elle était la plus en danger d'entre elles, mais Jamie l'a sauvée pendant qu'elle parlait. Lui a lancé un sort sombre et le collier d'esclave s'est immédiatement brisé de son cou, choquant tout le monde. Yuka a ensuite dit qu'il semblait avoir appris de nouveaux sorts et compétences qu'il ne connaissait pas auparavant depuis que Perséphone l'avait maudit. C'est alors qu'il a réalisé que la marque sur son visage signifiait qu'il était maintenant son disciple, suggérant qu'elle avait dû prendre goût à lui ce jour-là. Juste au moment où ils pensaient aller sauver Jamie, ils ont entendu un coup soudain à leur porte. C'était Monsieur Uglifatso. Il a essayé d'agir avec arrogance, pensant que les Thunderpike avaient réussi et qu'il était sur le point d'être leur patron. Pensant que le groupe Thunderpike avait réussi ses plans, mais ils l'ont remis à sa place immédiatement. Rain a placé le collier d'esclave autour de son cou et lui a demandé de ne plus jamais s'approcher d'elle. Yukia est alors venu vers lui pour lui jeter une sombre malédiction afin que son sang bouillonne chaque fois qu'il s'approchait de Rain. Après cela, Clover a commencé à se préparer pour la bataille, mais il n'avait toujours pas la pièce la plus importante nécessaire à la mission, le parchemin de sortie. Juste à ce moment-là, un gars nommé Luçan a frappé à leur porte, demandant Yukap. Il lui a remis le parchemin et lui a demandé pourquoi il retournait de toute façon dans les ténèbres achromatiques. Luçan a été impressionné par sa réponse et lui a dit qu'il était content qu'il connaisse la chose la plus importante en tant qu'aventurier. Après son départ, les filles lui ont dit que Luçan avait autrefois perdu la moitié de son groupe dans un donjon, faisant réaliser à Yuka que c'était la raison pour laquelle il lui avait donné le parchemin. Suite à cela, alors qu'ils se préparaient à entrer à nouveau dans le donjon, Ben leur a demandé si c'était vraiment ce qu'ils voulaient faire, et Yuki a répondu qu'il devait sauver Jamie à tout prix. Benwood a ensuite demandé comment il comptait localiser Jamie, puisque le donjon menait toujours à des endroits différents à chaque fois. Yuki a alors expliqué qu'il avait compris que l'endroit où le donjon mènerait un aventurier dépendait de son subconscient. Ainsi, lorsque Benwood et son groupe ont exploré le donjon, il leur est apparu comme très difficile parce que c'était ce à quoi ils s'attendaient. De plus, le groupe Clover a vécu la chose la plus anormale parce qu'ils y sont allés avec l'idée de rechercher des anomalies dans le donjon. Ils partirent ensuite et comme Yuka l'avait pressenti, le donjon les mena à une tour où se trouvait Jamie. Ils virent des taches de sang au sol et coururent vite dans cette direction pour découvrir qu'elle était déjà gravement blessée. Alors qu'ils tentaient de la soigner, Simon apparut soudainement, les choquant car il n'aurait pas dû être en vie. C'est alors qu'ils perçurent une aura maléfique immense émanant de lui et réalisèrent qu'il s'était transformé en mort-vivant. Simon attaqua aussitôt et Marina s'avança pour l'affronter, lui coupant la main au passage, mais Simon la régénéra instantanément. Voyant qu'il ne pouvait pas mourir, Yukat s'engagea dans une bagarre acharnée avec lui et peu importe combien de fois Yukat l'atteignait, Simon continuait de se régénérer.
Alors Yuka décida de déchaîner son attaque ultime, la version améliorée du missile prismatique combinée à la magie maudite de Perséphone. Mais Simon l'absorba comme si de rien n'était. Cependant, alors qu'il pensait que ce n'était qu'une autre attaque faible qui ne pourrait pas l'isekai, son corps se mit soudainement à éclater comme du popcorn et on ne peut pas expliquer cela même si ça n'allait pas l'éliminer. Le sort était conçu pour continuer jusqu'à la mort de la cible, ce qui signifiait qu'il resterait éternellement dans cet état instable. Simon le supplia, lui rappelant qu'ils étaient amis d'enfance, mais Yuka ne bougea pas et alla soigner Jamie qui était mourante. Ensuite, plusieurs traqueurs d'ombre apparurent et commencèrent à se repaître de Simon, tandis que Yuka dit tristement son dernier adieu à celui qui fut son ami. Une semaine plus tard, à la guilde des aventuriers, Ben Wood informa le groupe du trèfle qu'ils seraient suspendus d'aventure pendant 1 mois, avec leur score réduit, en guise de punition pour être allé au donjon après sa fermeture. En tant que maître de guilde, son salaire serait également réduit pour avoir permis que cela se produise sous sa surveillance. Pour Jamie, ses qualifications d'aventurière seraient retirées pendant 1 année entière pour son implication avec Thunderpike. Une semaine plus tard, Yuka rencontra Mamar pour lui dire qu'il aimerait inviter officiellement Nenin à rejoindre leur groupe, et elle rougit mais demanda s'il était sûr que Neni pourrait suivre leur rythme. Yuka répondit que Neni s'était si bien débrouillée qu'il avait même oublié qu'elle n'était avec eux que temporairement. En entendant cela, Mamar accepta et dit qu'elle s'occuperait des formalités tout de suite, mais il demanda s'il ne devrait pas informer Neni d'abord. Mamar rit et alla ouvrir la porte immédiatement et Neni tomba à plat ventre dans la pièce. Elle avait écouté aux portes. Neni s'excusa aussitôt, mais Yuka lui dit de se calmer et de répondre à sa demande. Alors Neni lui dit qu'elle cherchait un moyen de lui dire qu'elle voulait participer, mais ne voulait déranger personne. En entendant cela, Yuka l'accueillit immédiatement dans sa collection de waifus. Mamar fit enfin un câlin d'adieu à Nananette et la confia à Utka. En sortant, Nani remit la lettre de Silk à Utka, et après l'avoir lue, il la garda et leur demanda d'aller voir Jamie sans tarder. Pendant ce temps, Jamie s'affairait à des choses étranges de son niveau. Ils frappèrent à sa porte et entrèrent dans la pièce. Yuka la félicita pour son efficacité. La pièce avait été abandonnée si longtemps et Jamie l'a réorganisée puisque c'était sa nouvelle base. Elle dit à Yuka que cela prendrait 1 semaine pour tout organiser, choquant Neni qui commença aussitôt à rêvasser car pour elle, cela prendrait 1 année entière. Jamie remercia ensuite Yuka de lui avoir donné l'opportunité de travailler à la guilde. Ensuite, Yuka lui dit que Silk voulait qu'elle vienne à la base du groupe une fois qu'elle aurait fini, et comme Jamie avait presque terminé de toute façon, elle rejoignit Kat et Netni. En chemin vers la base du groupe, ils se mirent à parler de la neige, et cela provoqua instantanément chez Yuka des flashbacks de l'époque où il jouait avec Simon dans la neige. Son humeur changea aussitôt, et les filles demandèrent de ce qui n'allait pas, mais il ne dit rien. Cependant, elles savaient à quoi il pensait et lui demandèrent s'il savait qu'il inquiétait tout le groupe. En rentrant, Yuka décida d'être un gentleman pour la première fois en disant « les dames d'abord », mais les filles furent de surprise car ce n'était pas son genre. Cependant, lorsqu'elles ouvrirent à tout la porte pour entrer, elles furent accueillies par une fête surprise, les souhaitant particulièrement la bienvenue au groupe du trèfle. Elles se sentirent toutes deux trahies par Yuka, qui était au courant du plan depuis le début, et il leur dit qu'il n'avait pas le choix. Alors que Neni était ravie d'être enfin là, Jamie se sentait indigne car elle et les Thunderpike avaient toujours été méchants avec lui. Cependant, ils lui dirent de ne pas s'en faire et qu'ils devraient tous prendre un nouveau départ en tant que nouveau groupe, ce qui la fit pleurer. La fête continua avec un grand festin et pendant qu'ils mangeaient, Marina souleva le fait qu'ils étaient maintenant 6 personnes dans le groupe, ce qui signifiait que le nom trèfle n'était plus approprié. Cependant, Jamie rectifia en disant que c'était toujours approprié car il existait des types spéciaux de fleurs de trèfle à 6 feuilles, tandis que Uka raccompagnait Jamie plus tard, ils passèrent un moment à se remémorer leur début à Thunderpike avant que tout ne tourne mal. Uka dit à Jamie qu'il était ce qu'il était aujourd'hui grâce à Thunderpike, mais Jamie répondit que Thunderpike n'existait plus. Uka pensait que c'était entièrement sa faute, mais Jamie dit qu'ils en étaient tous la cause puisqu'ils avaient tous pris ce qu'ils faisaient pour leur propre force. Yuki insista qu'il aurait dû persévérer pour essayer de les faire le comprendre, mais elle lui dit qu'il n'aurait de toute façon pas écouté puisqu'il n'avait réalisé ce qu'il faisait qu'après son départ du groupe. Jamie s'excusa de nouveau et leur demanda de tout recommencer, promettant de faire de son mieux pour aider le groupe. Yuki rentra chez lui et trouva Rain faisant la vaisselle, alors il proposa de l'aider. Pendant qu'il regardait, elle lui dit que c'était amusant car ça donnait une ambiance de jeunes mariés, ce qui le gêna. Ils eurent tous deux un moment tendre et après un moment, Rain dit à Yuka qu'elle attendrait sa réponse en l'embrassant. Soudain, ils entendirent tard la voix d'une des filles et Yuka s'éclipsa rapidement de là, embarrassée. Après un mois sans aventure, Yuka retourna à la guilde pour saluer Mamar. C'est alors que Mamar révéla qu'un nouveau donjon avait été découvert en ville, mais qu'il n'avait pas encore été rendu public. Yuka fut choqué d'entendre cela car cela ne s'était pas produit à Hague depuis plus d'une décennie. Il demanda où il avait été trouvé et elle lui dit qu'il était situé sur la rive d'un lac près de la ville marchande de Duna.
Elle suggéra ensuite que lui et son groupe pourraient utiliser cela pour leur stream de retour, puisque le royaume avait aussi spécifiquement demandé qu'ils soient les premiers à enquêter sur cela en raison de leurs grands exploits dans les ténèbres achromatiques. Yuke fut choqué et lui dit qu'il devrait en parler à son groupe avant de prendre une décision aussi importante. Il rentra ensuite chez lui et alors qu'il approchait Marina, elle lui dit que l'expression de son visage indiquait qu'il venait de leur trouver une bonne quête. Il se demanda comment elle savait et elle lui dit qu'il était facile à lire. Après cela, il rencontra Rain qui sut aussi immédiatement à l'expression de son visage. Quand il rencontra Silk, elle dit également la même chose et c'est alors que Yuke Nuvi était cuit car il avait immédiatement prévu de leur annoncer ça pendant le dîner. Il décida de révéler tous les détails à Silk, alors la surprenant et elle lui dit que cela ferait un bon retour pour le groupe. Elle l'encouragea à aller accepter la quête et à obtenir tous les détails puisqu'il était leur chef et qu'ils comptaient tous sur lui. Avant qu'il ne parte, elle le taquina en disant qu'elle aimerait aussi être choyée comme Rain, mais elle écarta rapidement cela comme une blague. Sur ce, il courut immédiatement à la guilde, excité par la nouvelle expérience qu'ils allaient vivre en acceptant une quête spécifiquement donnée par le royaume. Ensuite, ils partirent en mission et après 2 semaines de voyage, ils atteignirent enfin Duna, la cité marchande qui allait devenir leur base d'opération temporaire. Dès qu'ils mirent les pieds sur le marché, les filles passèrent en mode touriste, s'émerveillant devant toutes les boutiques chics comme si elles n'avaient jamais vu le capitalisme. Yukat, en chef de groupe responsable et probablement affamé, suggéra de goûter la cuisine locale avant de se lancer tête baissée dans leur mission. Rain remarqua que l'endroit grouillait d'aventuriers de partout et Yukat comprit vite que la nouvelle du nouveau donjon avait déjà fuité. Le groupe le plus évident qui se démarquait était les Salmétariens et Yukat expliqua que ces gens étaient obsédés par les lignées et le statut social. Portant des tenues spéciales, Marina suggéra aussi qu'ils devraient se procurer des équipements de groupe assortis pour que tout le monde sache qu'ils appartenaient ensemble. Tout le monde était enthousiasmé par l'idée et Yuke promit de concevoir quelque chose, bien que son cerveau travaillait déjà à rendre leurs accessoires assortis réellement utiles aussi. L'arrêt suivant fut la guilde des aventuriers, où Yukon et Silk allèrent d'en rencontrer la grande patronne, tandis que le reste de l'équipe décida de se détendre au pub comme des adultes responsables. La maîtresse de guilde s'avéra être une vieille mégère nommée Maniela qui semblait avoir connu de meilleures décennies. Silk commença à l'interroger sur les détails de leur mission, et la vieille femme leur dit en gros qu'ils avaient à carte blanche pour explorer et garder tout le butin qu'ils trouveraient. Pendant que Silk s'occupait des affaires, Yukak continuait de fixer Maniela comme s'il essayait de déterminer son niveau de puissance. La vieille femme le réprimanda pour son impolitesse avec ses tentatives d'évaluation évidentes, et Yuka s'excusa rapidement. Mais ensuite, Maniela lâcha une bombe qui fit tomber la mâchoire de Yuka. Il s'avéra qu'elle n'était pas une simple maîtresse de guilde, mais une aventurière légendaire qui avait réellement atteint le dernier étage du donjon des ténèbres achromatiques. Elle révéla en outre qu'elle avait été membre du groupe avec Benwood et Saga. L'oncle de Yuka. Yuka fut secoué jusqu'au plus profond de son être en entendant cette révélation. Maniela lui dit d'arrêter d'être si nerveux autour d'elle, leur souhaita bonne chance et leur remit une carte de leur hôtel. Yuka revint pour trouver Marina et les filles face à un groupe de type sommétarien qui cherchait des ennuis. Les sommétariens communiquaient et en même temps ne communiquaient pas car personne n'entendait leur langue. Uoke se précipita pour calmer l'ambiance et Marina l'informa rapidement que ces idiots avaient essayé de forcer les filles à leur servir des boissons et à faire des choses qui donneraient à ce résumé une classification par âge. Uoke réalisa que ces idiots draguaient agressivement les membres de son groupe et dans une tentative de désamorcer la situation, il lâcha en un sommutarien peu fluide que toutes les femmes de son groupe étaient ses épouses et qu'il les claquait chaque nuit. Pendant ce temps, seul Rain avait réellement compris ce qu'il avait dit, tandis que tous les autres se demandaient pourquoi les étrangers semblaient soudainement terrifiés. Alors que la tension retombait et que la foule se dispersait, Rain et Nemi étaient toujours en colère à propos de toute la situation, et Yuke mena ensuite son groupe confus à leur hôtel. En chemin, il expliqua le cauchemar culturel qu'était la société sommutarienne, disant qu'ils étaient fondamentalement un endroit où les femmes étaient traitées comme des propriétés, c'est pourquoi les idiots ivres avaient essayé de s'imposer à elles. Mais l'autre côté de la médaille était que la Sommuteria avait des lois strictes concernant le vol de la propriété d'un autre homme, alors quand Uka affirma que les filles étaient ses épouses, les hommes reculèrent pour éviter des problèmes légaux. Marina était en fait ravie et exigea que Yukat se dépêche de faire ses capes de groupe assorties pour que tout le monde sache qu'elle lui appartenait. Pendant ce temps, Rain informa Yukat que ses compétences linguistiques en salmeterien étaient nulles, mais au lieu d'expliquer ce qu'il avait réellement mal dit, elle se mit juste à glousser comme une folle. Ils atteignirent enfin leur hôtel où la gérante elfe s'avéra être une fan inconditionnelle du groupe du trèfle. Elle leur dit que la guilde couvrait toutes leurs dépenses afin qu'ils puissent commander tout ce qu'ils voulaient sans se soucier de l'addition. L'hôtel entier était réservé juste pour eux et ils pouvaient choisir n'importe quelle chambre au 2e étage avant de s'installer. La gérante décida de montrer la particularité de l'hôtel, une source chaude dans le jardin. Seule Nani en avait déjà fait l'expérience et elle s'enthousiasma en expliquant comment elle fonctionnait, invitant tout le monde à prendre un bain relaxant avant le dîner, comme le groupe d'aventuriers sains qu'ils étaient.
Le lendemain matin, Yuka et Silk tinrent une réunion stratégique pour planifier leur approche de plongée dans le donjon. Ils décidèrent de s'en tenir à leur formule éprouvée du donjon des ténèbres achromatiques, qui consistait à tout diffuser en direct pour que le monde entier puisse le voir. Leur mission était d'explorer jusqu'au 5e étage, après quoi le donjon serait ouvert au public. Silk informa tout le monde du peu qu'il savait et qu'il devait aussi agir vite puisque 2 autres groupes étaient envoyés pour la même mission. Mais Yuka, en leader responsable, dit à son groupe de ne pas se soucier de la compétition. Les autres équipes étaient plus expérimentées et essayer de les concurrencer enverrait probablement tout le monde en voyage de première classe au paradis. Son plan était d'atteindre le 2e étage le premier jour, puis de revenir en arrière pour explorer entièrement le 1er étage et mieux comprendre ce à quoi ils avaient affaire dans les niveaux plus profonds. Il avertit également Nan que son artefact de flux d'air pourrait être inutile dans un donjon rempli d'eau. Elle devrait donc trouver une méthode de navigation alternative avant d'entrer. Silk conclut la réunion en disant à tout le monde de terminer leurs préparatifs avant la fin de la journée puisqu'ils partiraient dès le matin. Le lendemain arriva et ils se dirigèrent vers l'entrée du donjon où Maniela les attendait à un centre d'observation. Marina demanda comment s'appelait le donjon, mais Maniela révéla qu'il n'avait pas encore de nom puisque personne ne savait ce qu'il y avait réellement à l'intérieur. Elle suggéra que le groupe du trèfle pourrait être celui qui le nommerait, ce qui enthousiasma tout le monde à l'idée de marquer l'histoire. Avec des niveaux d'excitation au plafond, ils se dirigèrent vers l'entrée et Yukas commença son livestream pour faire savoir au monde que le groupe du trèfle était sur le point de plonger dans un tout nouveau donjon inexploré. L'équipe entra finalement dans le donjon, bourdonnante d'excitation à l'idée des monstres qu'ils rencontreraient dans leur tout nouveau terrain de jeu. Nonu revint avec un rapport disant qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne pouvait identifier, choquant Yuka. Et elle les mena au coin d'un mur et leur montra des chaînes flottantes à l'aide d'un miroir. Yuka n'avait jamais rien vu de tel non plus, mais il décida que la meilleure ligne de conduite était évidemment d'attaquer cette étrange chose flottante. Il renforça le groupe avec sa magie et ils se précipitèrent sur le monstre chêne qui devint immédiatement agressif dès qu'ils entrèrent dans son espace personnel. Yukat le frappa avec son attaque signature tandis que Marina et Neni s'engagèrent au corps à corps, mais leurs attaques ne firent absolument rien. Yukat déchaîna de multiples magies qui immobilisèrent le monstre chêne flottant. Quand le monstre tenta de riposter, Rain intervint avec un éclair suivi de Marina qui déchaîna son mouvement ultime, tranchant les chaînes et le noyau du monstre en 2. Après le combat, Yu se demanda ce que c'était et demanda leur avis à Rain et Silk, mais elle ne savait pas non plus. Alors Yu décida de laisser les érudits de l'Académie Royale s'occuper des aspects scientifiques et commença à collecter des morceaux de monstres pour analyse. Juste à ce moment-là, Rain aperçut quelque chose de brillant dans les décombres et Yukep ramassa une bague mystérieuse que sa compétence d'évaluation ne pouvait décoder, alors il la garda aussi. Puis il partit en éclaireur pendant que tout le monde méditait sur l'étrangeté de leur première rencontre. Marina laissa entendre qu'elle sentait que le monstre était humain, ce que sa compétence de classe samouraï lui donnait apparemment la capacité de percevoir. Rain la soutint, soulignant que les monstres normaux lâchent non des pierres magiques en mourant, mais cette chose n'avait rien lâché du tout. Quelques minutes plus tard, Nona revint avec une nouvelle époustouflante. Elle avait trouvé les escaliers menant au 2e étage, mais ils montaient et non descendaient, comme dans les donjons normaux. Pendant ce temps, Néné avait aussi découvert une zone d'étude aléatoire qui semblait complètement déplacée. Yutka trouva un livre dans un tiroir et après que Rain eut confirmé qu'il n'était pas maudit, il l'ouvrit seulement pour découvrir qu'il était écrit dans une langue extraterrestre qui n'avait aucun sens. Ils décidèrent de se diriger vers les escaliers pour une pause. Mais quand Yuke vit les lumières vives dans la zone de sécurité, son cerveau subit immédiatement un moment post-traumatique. Les lumières lui rappelèrent son combat avec Simon et il coupa le livestream, disant à tout le monde qu'il devait se calmer, ne voulant pas que ses spectateurs soient témoins de sa défaillance mentale. Après un sommeil thérapeutique sur les genoux, Yukaya se réveilla en se sentant mieux et expliqua à son groupe inquiet comment les lumières avaient déclenché son traumatisme lié à Simon. Toutes les filles l'encerclèrent immédiatement, offrant leur melon juteux pour le réconforter, mais Yuka leur assura qu'il allait bien maintenant. Ensuite, ils se dirigèrent vers le 2e étage et se retrouvèrent dans ce qui ressemblait à une ville bien entretenue, donnant à Yuka des flashbacks des ténèbres achromatiques. Il réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas et dit à tout le monde qu'il devait là partir, quand soudain une voix fut d'accord avec lui. Le groupe se mit rapidement en position alors qu'un vieux sorcier se matérialisait de nulle part. Il se présenta comme Logi, affirmant être un pauvre vieil homme abandonné dans ce monde brisé. Quand Yuka demanda pourquoi il vivait dans le donjon, Logi sembla amusé qu'il considère cet endroit comme un donjon. Il leur dit que cette ville s'appelait autrefois la Cité de la Joie, mais que les choses avaient mal tourné depuis. Cependant, il affirma que le roi et tous les citoyens étaient toujours là, mais qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer d'une manière que leur petit cerveau puisse comprendre. Alors qu'il disparaissait, il appela Yuk par son nom complet lui-même. La paranoïa de Yukai monta en flèche quand il sentit la malédiction de Persiformis s'activer et il dit à tout le monde qu'il devait ficher le camp. Mais alors Marina aperçut une fille inconsciente simplement allongée là. Ils la sortirent du donjon et Yukai alla immédiatement faire un compte-rendu avec la vieille mégère Maniela et les érudits royaux sur toutes les choses étranges qu'ils avaient vues.
De manière choquante, l'érudit lui dit que Logie n'était pas apparu du tout dans leurs images de livestream, suggérant que le groupe avait halluciné. Maniela décida d'emmener Yukef se promener et révéla que le groupe entièrement féminin qui avait exploré le donjon avait abandonné parce que la moitié de ses membres étaient tombés malades juste en entrant dans l'endroit. Elle demanda à Yukef son opinion honnête sur le donjon et il lui dit que cela ressemblait à un monde entièrement différent, tout comme les ténèbres achromatiques, ou même quelque chose de plus. Maniela sembla être d'accord et lui dit de faire confiance à son instinct. Après le départ de Maniela, Yukata entra pour trouver Rain l'air absolument misérable parce qu'elle avait reçu une lettre de son grand-père. Rain s'effondra et révéla son histoire tragique. Elle était une fille illégitime dont la mère avait été chassée de la famille noble dès qu'elle était tombée enceinte. Après la mort de sa mère, Rain réussit tant bien que mal à entrer à l'académie de magie et devint aventurière, mais maintenant son grand-père, qui n'avait jamais même reconnu son existence, exigeait soudainement qu'elle rentre chez elle. Alors que Rain commençait à pleurer, Yuka lut la lettre et découvrit que son grand-père avait arrangé son mariage avec le deuxième prince de Salméteria. La lettre la traitait toujours de bâtarde et lui disait d'être reconnaissante de l'opportunité de servir la famille, et cela mit tout le monde en colère. Juste à ce moment-là, Marina trouva une solution brillamment simple, suggérant qu'il l'ignore complètement. Elle fit remarquer que le nom de Rain n'était même pas sur la lettre, donc il pouvait prétendre qu'elle ne lui était jamais destinée. Cela semblait ridicule, mais Yuko était totalement d'accord avec ce plan. Il brûla la lettre et déclara que maintenant il n'y avait aucune preuve qu'il l'avait jamais reçue, ce qui soulagea tellement Rain qu'elle le serra dans ses bras et se mit à pleurer. Après cela, Yukai emmena Rain à l'extérieur pour une conversation privée et lui confia qu'il avait une idée audacieuse pour la sauver de sa famille toxique. Il lui demanda soudainement de l'épouser, expliquant que si elle l'épousait, elle deviendrait sa propriété selon la loi sommétarienne, ce qui empêcherait quiconque de ce pays de la lui enlever. Rain n'hésita pas une seule seconde et accepta de devenir l'épouse de Yukai, même si ce n'était que pour la forme. Le lendemain matin, Manuela informa Yukai que son mariage avec Rain avait été approuvé et elle était plutôt confiante que cela ne resterait pas un simulacre très longtemps. Le sous-intrigue du mariage étant résolu, Yukai et ses filles retournèrent explorer la mystérieuse cité du deuxième étage. Nenu partit en éclaireuse comme à son habitude et revint immédiatement en courant avec des nouvelles urgentes. Ils y montèrent pour ne trouver qu'un gigantesque cocon effrayant. Chaque pilier portait un seul cocon et Rain détecta du mana sombre et corrompu en émanant, une énergie qui lui rappela le monstre enchaîné qu'ils avaient rencontré auparavant. Nenny se porta volontaire pour explorer les cocons, mais alors qu'elle s'approchait, les motifs en forme d'œil sur leur surface l'hypnotisèrent. Une gueule béante s'ouvrit soudainement au centre du cocon, s'élançant pour la dévorer entièrement, mais Yukai réagit rapidement, la tirant en sécurité. Yukai réalisa qu'il devait engager ses créatures à distance. Marina dégaina avec empressement son arbalète tandis que Yukai chargeait Silk d'utiliser ses talents d'archère et il demanda à Rain d'employer la magie de glace. Après avoir utilisé son enchantement physique sur tout le groupe, il chargea vers les piliers. Les créatures cocons tentèrent de l'ensorceler avec leur regard hypnotique, mais Yukai contre-attaqua avec un sort de flashbang puis enchaîna avec un enchantement de cécité plus puissant pour garder leurs yeux scellés. Marina et Silk décochèrent immédiatement leurs flèches, éliminant 3 des 4 monstres. Cependant, lorsque Rain lança sa magie de glace sur la dernière créature, cela s'avéra inefficace. Marina décida de s'approprier l'Isekai elle-même, chargeant le monstre avec sa technique ultime, tandis que Menin et Uka apportaient leur soutien. Ces monstres laissaient également tomber des anneaux dorés, et le groupe se demanda pourquoi ils laissaient tomber ceux-ci au lieu des gemmes magiques habituelles. Yukai remarqua Marina silencieuse et lui demanda si elle allait bien, mais elle répondit qu'elle avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Comprenant son inquiétude, Yukai suggéra de se reposer dans un bâtiment proche et mit temporairement fin à leur diffusion en direct. Pendant leur postée improvisée, Marina révéla sa découverte troublante. Lorsqu'elle avait abattu le monstre cocon, cela avait été comme trancher de la chair humaine. Plus troublante encore, le pilier qu'elle avait détruit en même temps que la créature avait procuré la même sensation. Elle ajouta que cela pouvait être dû à sa capacité de samouraï qui n'avait pas encore mûri, alors Yukai suggéra de tester sa capacité sur quelque chose dans la pièce, mais Marina expliqua qu'elle avait déjà essayé sans résultat clair. Silk ajouta ses propres inquiétudes, mentionnant que les esprits ne communiquaient pas correctement avec elle dans cet endroit, le champ de tombe dans l'obscurité achromatique. Ren acquiesça, notant le mana anormal dans la région. Yukai reconnut leur malaise collectif et proposa de monter sur le toit pour une meilleure vue de la ville avant de continuer. De leur position élevée, il annonça qu'ils exploreraient le château central ce jour-là et concluraient leur mission pour la journée. Alors qu'ils traversaient les rues silencieuses en direction du château, ils s'inquiétaient de l'absence de tout signe de vie. Cela leur rappela leur rencontre avec Logie, mais Yukai conclut que cela devait avoir été une hallucination. Cependant, Rain n'était pas d'accord, leur montrant l'anneau de santé mentale qu'il lui avait donné, un objet protecteur qui la rendait immunisée aux effets mentaux. Cela convainquit les autres que Logie était réel, et comme il n'était pas apparu sur leur diffusion en direct, ils émirent l'hypothèse qu'il interférait d'une manière ou d'une autre avec leur équipement d'enregistrement. Ils trouvèrent bientôt Logie qui les attendait à la porte du château et exigèrent de savoir ce qui n'allait pas avec la ville. Mais il répondit que la ville était parfaitement bien. Yukai le pressa de questions pour savoir si les monstres qu'ils avaient combattus étaient humains.
Logi se lança dans un jargon philosophique sur la nature de l'humanité au lieu de donner une réponse directe. Frustré par cela, Rain posa des questions sur les anneaux dorés, mais Logi continua de jacasser sans aucune réponse concrète jusqu'à ce qu'il disparaisse plus tard, déclarant qu'il se reverrait. Les portes du château s'ouvrirent et ils décidèrent de mener une rapide exploration avant de partir. Plus tard, Yukai analysa les séquences enregistrées et la disposition du château avec le superviseur des érudits royaux, le vicomte Bodmin et Maniela. Ils acceptèrent désormais que Logi n'était pas une hallucination et Maniela félicita le travail de Yukai. Bodmin présenta son rapport sur les anneaux dorés, confirmant qu'ils provenaient de sources humaines, et Yuka répondit que cela signifiait que ce que Marina avait dit était vrai. Maniela expliqua que si les monstres du donjon étaient réellement d'origine humaine, ils devraient restreindre l'accès aux seuls aventuriers qualifiés. Lorsque Yukai révéla que Marina avait également senti une essence humaine dans les piliers, Maniela et Bodmin furent tous deux choqués. Bodmin discuta ensuite du groupe d'aventurières entièrement féminin qui avait tenté le donjon mais n'avait fait aucun progrès en raison de maladies de parmi ses membres. Il révéla que même les spectateurs de leur diffusion en direct avaient ressenti des symptômes similaires allant d'une légère fièvre à des accès de violence. Bodmin soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec la diffusion elle-même. Il rappela à Yukai Logi, qualifiant le deuxième étage du donjon de ville, souillé par le crépuscule. Il était convaincu que la lumière dorée émanant de la ville causait ces problèmes, bien qu'il ne puisse pas encore le prouver. Bodmin expliqua que si le pays prendrait du temps pour décider du sort du donjon, le groupe de Yukai devrait s'y rendre pour de nouvelles explorations. Après avoir accepté de rester, Yukai quitta la tente de réunion seulement pour rencontrer Nenon qui vint hâtivement l'informer que la fille qu'ils avaient sauvée du donjon s'était réveillée et brillait. Yukai atteignit bientôt la tente et fut stupéfait de voir la fille flotter dans le ciel, rayonnant une pure lumière dorée. La fille dit à Yukai qu'elle l'avait attendue et s'identifia comme l'ancienne prêtresse dorée. Elle révéla que son monde faisait face à un danger imminent dû à un événement appelé l'éradication, la destruction de la majeure partie de la vie sur leur planète. La prêtresse expliqua que comme la cité donjon, leur monde serait bientôt consumé par le crépuscule doré et deviendrait sans vie. Cependant, parce que le groupe de Yukai avait traversé les frontières dimensionnelles du donjon des ténèbres achromatiques, ils possédaient une résistance partielle aux effets du crépuscule. Tant qu'ils ne s'aventuraient pas trop profondément dans la zone du crépuscule, ils resteraient incorrompus. Elle les exhorta à chercher Logi car ils possédaient des connaissances cruciales. Lorsque les filles les protestèrent que le discours du vieil homme était 10% d'information et 90% de bavardage, la prêtresse insista qu'il devait lui arracher la vérité. Rain demanda pourquoi la prêtresse partageait cette information et elle révéla que la tragédie avait commencé à cause de la faute de leur civilisation. La cupidité de leur roi pour une éternité dorée avait créé le phénomène destructeur du crépuscule. La prêtresse implora alors Yukai d'arrêter le roi doré et de détruire son trésor, affirmant que c'était le seul moyen d'empêcher la tombe de leur monde. Sur ce, la lueur dorée s'estompa et elle se transforma en une humaine ordinaire nommée Rune. Sa personnalité changea complètement et elle expliqua que la femme qui avait parlé n'était pas elle, mais plutôt que la prêtresse accédait occasionnellement à son corps pour communiquer avec les autres. Réalisant la gravité de la situation, Yukai décida d'informer immédiatement ses supérieurs. Une semaine plus tard, il fut convoqué par le directeur de l'Académie royale qui s'était rendu au centre de recherche après avoir lu le rapport de Bodmin. Les directeurs montrèrent à Yukai d'anciennes fresques murales enfermées au plus profond de la salle du trésor royal et l'œuvre d'art représentait un héros combattant un puissant monstre pour sauver le monde. Le directeur expliqua que de nombreux mondes parallèles existaient aux côtés du leur et que parfois ces mondes entraient en collision. Lorsque cela se produisait, un monde était détruit et cela s'appelait l'éradication. Le directeur dit qu'il semblait que le roi doré tentait délibérément de faire entrer son monde en collision avec le leur et qu'il devait prendre des mesures de protection d'urgence. Il dit à Yukai que selon les fresques murales, chaque fois qu'un monde faisait face à l'éradication, un héros était choisi pour le sauver. Puisque Yukai avait découvert la vérité sur la cité dorée et l'éradication, le directeur le déclara leur héros choisi. C'était désormais son destin de sauver leur monde de la destruction. Yukai fut choqué. Serait-il capable de sauver le monde? Si vous avez apprécié ce récapitulatif, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à commenter trèfle dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus d'actions et d'aventures riches en rebondissements. Si vous souhaitez un autre récapitulatif d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.